Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le mercredi 17 janvier et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT qui sera suivie du Focus. Déclarer et payer ses impôts est une obligation pour tout citoyen français afin de participer à l'effort commun. Mais cela peut rapidement devenir un casse-tête pour certains contribuables qui sollicitent alors un accompagnement en se rendant directement au service des impôts des particuliers. Ce matin, au Centre des finances publiques de Morne-Caruel aux Abîmes, ils étaient nombreux à se trouver devant les portes avant même l'ouverture prévue à 7h30. Certains venus très tôt ont dû se confronter à une longue file d'attente, comprenant difficilement le fonctionnement du service. Leur réaction a été recueillie par Harold Luce. Alors comment c'était aux impôts? Ça va maintenant, ça va mieux. Les impôts nous reçoivent, mais c'est pire qu'au Lamentin, c'est le vrai bordel. Je préférais encore aller au Lamentin, parce qu'au Lamentin, on est très bien reçus. Et moins de temps. Oui. Combien d'attente? Il faut compter sur 2 jours, pour avoir le renseignement. Il n'y a pas un bureau pour pouvoir vous donner les renseignements. Il faut vous déplacer. Même si ça demande 3 jours, 4 jours, il faut vous déplacer. Mais je viens d'arriver et de là, j'ai été me renseigner. C'est pour payer mes impôts, donc j'ai déposé un chèque dans la boîte aux lettres. Pour moi, ce matin, on a attendu trop longtemps et je viens de passer là, on m'a expliqué comment ça se passe pour la prochaine fois. Mais quand tu arrives de très tôt ainsi, on doit t'expliquer. Ce qui me dérange, c'est que quand vous arrivez, il y a du monde, il y a quelqu'un qui prend un papier, mais il fait pas partie de l'administration. Donc il faut mettre du monde qualifié, de façon à pouvoir suivre la ligne correctement. Et non seulement ça, nous sommes c'est un service public. Le problème qui se pose, c'est qu'on ne doit pas attendre à l'extérieur, c'est pas possible. Avant, on s'inscrivait sur le papier, on nous a dit qu'on fait plus ça. Et elle nous a expliqué que si c'est pour payer, il y a un endroit. Si c'est réclamation, il y a un endroit. Si c'est pour hébergement aussi, il y a un endroit. On m'a bien reçu, j'ai même pas pris de ticket. Je suis allé au bureau 19 et voilà, mon truc est enregistré, monsieur Clovis. Franchement, ça s'est bien passé. Je m'attendais vraiment à ce que ça prenne plus de temps. Et je suis passée assez rapidement. Il n'y a pas eu d'amélioration vraiment. Parce que moi, je trouve que c'est inadmissible que les gens viennent depuis 3h30, 4h du matin ici. Et puis après ça, il y a une dame. Heureusement, Dieu merci qu'il y a une dame qui a relevé des noms. Et après ça, on rentre, on ouvre vers 7h15. On nous fait entrer, on nous fait encore attendre encore dans la cour pour pouvoir nous diriger. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Ils ont fermé tous les petits centres d'impôts dans les communes et maintenant, c'est la pagaille au centre financier. Vous n'avez même pas fini vos démarches? Non, je n'ai pas fini, mais je vais revenir parce qu'il me faut venir payer le mois pour le suivant. Alors, je vais revenir. Alors, les personnes âgées, c'est vrai que une fois qu'ils ont dispatché, comme on peut dire, les personnes dans différents dépôts, bureaux du coup, les personnes âgées sont là à attendre pour la dernière phase qui est les réclamations. Et les pauvres, s'ils ne marchent pas assez vite, ils se retrouvent en queue de peloton et qui font qu'ils passent les derniers alors que ce sont les personnes qui viennent en général les premiers. Qu'est-ce qui explique cette file d'attente constatée ce matin au service des impôts des particuliers aux Abîmes? Comment les contribuables peuvent-ils l'éviter et quelles sont les solutions mises en place pour fluidifier les services en période de déclaration et de paiement des impôts? Nous écoutons le témoignage d'une usagère présente ce matin, suivi des explications de la Direction régionale des finances publiques au micro d'Harold Luce. Je pense que le gros problème aux impôts, c'est la fluidité avant d'accéder au bâtiment. C'est-à-dire que on est là tous avant l'heure, bien qu'il ne faut pas venir avant l'heure. Mais le problème, c'est qu'après, on se retrouve derrière une barrière. Et là, il y a plusieurs personnes qui viennent pour différentes choses. Et ils devraient faire la fluidité depuis là pour faciliter l'accès
aux impôts. Il y a un peu d'affluence en ce moment au sein de nos services. Cela résulte tout naturellement d'une échéance de taxe foncière qui est à régler au 15 février pour une bonne partie de nos concitoyens. Alors le lundi, c'est le jour de galère. On voit qu'il y a une queue qui finit pas devant les impôts parce que les gens viennent pour le foncier. Le foncier, on sait qu'on a beaucoup de problèmes d'indivision en Guadeloupe, de partage de terres, enfin. Il faut qu'ils puissent alléger le service du lundi. C'est-à-dire que si le lundi, il y a beaucoup de monde pour le foncier et que le jeudi, il y a moins de monde, de faire 2 jours pour le foncier. Comme ça faciliterait les personnes et il y aurait moins de monde à attendre. Donc effectivement, l'accueil de nos usagers est une priorité sur cette direction et dans ce département. On a organisé 2 comités de services publics avec les usagers du CIP, les abîmes, en septembre et en décembre 2023. Pour voir comment on pouvait s'améliorer, parce que c'est clair qu'on a énormément d'usagers qui viennent. C'est normal aussi, effectivement, si à l'ouverture à 7h30 qu'il y a un peu d'attente, c'est normal parce que il faut orienter, savoir pourquoi tous les usagers sont là et les orienter de la façon la plus efficace possible. Par exemple, hier, on a reçu 80 usagers, donc c'est complètement gérable. Ce matin, comme vous avez pu constater, il y avait des usagers, mais à 10h, ils étaient plus que 50, dont 20 qui venaient chercher des avis d'imposition. Et là encore, les équipes expliquent aux usagers que pour avoir un avis d'imposition, il est inutile de venir dans nos services. On a 32 France Services dans le département qui mettent à disposition des ordinateurs et qui accompagnent les usagers pour qu'ils puissent retrouver leur avis d'imposition sur leur espace particulier. Donc vraiment, les messages passent. On voit bien que les usagers ne viennent plus au milieu de la nuit comme ça a été longtemps le cas. Moi, je suis venue à 6h, donc j'attendais dans ma voiture et je me présente devant la fameuse barrière et là, on me dit qu'il y a une liste. J'ai dit, mais il n'y a personne des impôts qui est venu nous voir pour nous dire qu'il y avait une liste. Donc du coup, il y a une dame qui prend sur elle et qui met des noms sur un fameux papier. Et si on ne le sait pas, on se retrouve tout en bas de la liste. Sauf que cette liste, elle n'est pas exhaustive. C'est-à-dire que quand on arrive devant la barrière, du coup, la liste ne sert plus à rien, puisqu'ils appellent encore par différents bureaux. Et c'est là que la galère commence. Entre 7h30 et 8h30, la file d'affluence est gérée et les usagers ont une première réponse. Pour ceux qui avaient une demande simple, ils peuvent déjà repartir. Et les autres qui nécessitent un traitement plus long, soit recevront un ticket prioritaire qui en fait est comme un rendez-vous qui leur permet de fournir des documents complémentaires lors d'un prochain déplacement au sein du service des impôts des particuliers. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec aussi des tickets pris la veille et qui passe avant vous, qui est arrivé aujourd'hui à 4h du matin. Donc c'est tout ce système qui ne devrait pas exister. Si on doit donner des tickets aux gens la veille, qu'on puisse dire ça à tout le monde et pas des personnes qui se sont présentées, qui ne sont pas passées. Donc beaucoup d'actions ont été mises en place par les équipes en place, à savoir une fluidification et une organisation et une réorientation des usagers. Donc on a mis en place aussi un accueil téléphonique avec des rendez-vous téléphoniques. On s'appuie beaucoup sur le réseau des France Services pour que les usagers ne se déplacent pas. J'ai analysé avant de venir parce que j'ai envoyé 2 mails il y a 15 jours et je n'ai pas eu de réponse. On ne va pas parler du téléphone qui sonne et que personne ne répond. Donc j'ai dit que j'allais venir un mercredi parce que c'est le jour aussi où on garde les enfants. Et j'ai eu raison. Délai d'attente long, prise de rendez-vous compliquée. À la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, les usagers aussi dénoncent des difficultés d'accueil. Pour effectuer leurs démarches administratives, les usagers du pôle départemental d'immigration et d'intégration doivent s'armer de patience. Une prestataire de service témoigne dans ce reportage de Maxime Morel et Mathéo Rouet. Alors, ce n'est pas uniquement concernant les délais d'attente, mais c'est aussi déjà la réception. Regardez par vous-même, si vous regardez derrière, on reçoit les gens. C'est juste un agent qui était, il me semble autrefois, agent de sécurité, qui vient et qui fait l'aller-retour. On n'a pas d'agent de l'intérieur qui vient nous voir. Donc c'est un peu embêtant. Donc les gens sont là, ils sont en train d'attendre sous le soleil. Je trouve que c'est pas humain. Déjà le service n'est pas bon. Nous avons aussi un problème de rendez-vous.
pour avoir un rendez-vous à la sous-préfecture, c'est quasiment impossible. Il ne faut pratiquement pas dormir la nuit pour surveiller les dates de rendez-vous, en tout cas l'ouverture des plages horaires pour pouvoir prendre rendez-vous, ce qui n'est pas du tout évident pour certaines personnes qui ne sont pas à l'aise avec Internet déjà dans un premier temps. Et même pour ceux qui sont à l'aise avec Internet comme moi-même, c'est hyper compliqué d'avoir rendez-vous. Par exemple, hier, ils ont ouvert la plage horaire jusqu'au mois de mars, je crois. Et jusqu'à mars, là, il n'y a pas de rendez-vous. J'ai enfin eu un contact avec quelqu'un hier qui m'a contacté parce que j'avais dans la liste de mes clients, il y avait des personnes qui avaient des difficultés pour soit parce que leur dossier n'était pas traité, soit parce qu'ils étaient en attente depuis trop longtemps. Et j'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui a été très sympa d'ailleurs, qui m'a donné les informations. Mais même quand on a les informations, c'est encore des délais d'attente. Par exemple, moi, j'ai un de mes clients qui a déposé une demande depuis le mois d'avril. On lui a répondu, on nous a dit que leur dossier a été envoyé en septembre, sauf qu'elle n'a pas reçu le courrier et que pour l'instant, il n'y a pas de preuve que le courrier a été envoyé. Donc voilà, c'est tous ces dysfonctionnements-là qui font que j'interpelle Canal 10 afin que l'accueil soit mieux fait pour recevoir les gens, qu'il y ait des agents qui travaillent de l'intérieur, qui peuvent donner des informations concrètes. Voilà, votre dossier est en traitement, nous sommes à quel niveau, au niveau du traitement, etc., etc. Pas quelqu'un qui vient et qui nous dit, vous devez juste attendre, c'est juste pas possible pour les gens. Pour certains usagers de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, une fois les difficultés passées, l'heure est aux réjouissances. Cet après-midi a eu lieu la cérémonie de naturalisation française et la cérémonie d'accueil des nouveaux citoyens français. Une quarantaine de nouveaux citoyens, enfants et adultes, ont été accueillis par Jean-François Mognotte, sous-préfet de Pointe-à-Pitre. Originaire de plusieurs pays, pour ces nouveaux titulaires de la nationalité française, il s'agit d'une nouvelle étape de leur vie, un rêve qui se concrétise. Un reportage signé Charlie Dagonia. Effectivement, c'est une reprise depuis cette période Covid qui nous a empêchés de faire ces cérémonies de remise de décrets de naturalisation. Et c'est un moment extrêmement important. Important pour nous, côté préfecture, parce que c'est toujours un moment fort quand des personnes rentrent dans la communauté nationale. Et puis c'est bien sûr très important pour les personnes qui vont recevoir leur décret de naturalisation. C'est un parcours qu'elles ont accompli. C'est une volonté qu'elles ont affichée de rejoindre la communauté nationale. Et c'est pour cela que cette cérémonie a toujours un côté très solennel, parce que c'est vraiment une étape dans la vie de ces femmes et de ces hommes. À la base, j'étais installée à Toulon et j'ai rencontré un Marie Galantais qui travaillait, qui faisait son service militaire justement, et donc il a pris sa retraite et il tenait absolument à revenir sur son île. Donc moi je l'ai accompagné dans ce projet de retour et aujourd'hui nous vivons auprès de sa famille et puis ça me permet aussi d'apprendre la culture guadeloupéenne et tout ça. Alors, la cérémonie de naturalisation s'adresse à l'étranger qui a fait une demande d'acquisition de la nationalité française. Alors, il y a deux procédures. La procédure par décret, qui est une procédure à l'appréciation du préfet, et ensuite du ministre, puisque si le préfet peut donner un avis défavorable, mais le ministre peut confirmer l'acquisition de la nationalité. Et ensuite, aux étrangers qui font une demande d'acquisition de la nationalité française parce qu'ils sont mariés avec un Français, parce qu'ils ont des enfants ou des petits-enfants français, ou parce qu'ils ont un frère ou une sœur qui est née sur le territoire et donc qui est devenue française. Et eux sont arrivés... Ils sont nés à l'étranger, mais ils sont arrivés à l'âge de 6 ans sur le territoire, ils résident depuis longtemps. Donc aujourd'hui, le ministère leur permet d'acquérir la nationalité française pour pas que dans les familles, ils se retrouvent avec... voilà. Pour moi, cette naturalisation, c'est la concrétisation depuis le temps que je suis sur le territoire français, de tout ce que j'ai accompli, notamment les études universitaires et toutes les expériences professionnelles que la France m'a données, pour lesquelles j'ai eu l'opportunité d'avoir. Aujourd'hui, le fait d'être accepté dans la communauté française, pour moi, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur et ça me fait plaisir de savoir que je suis acceptée dans cette grande communauté qui a une belle réputation et que c'était depuis très longtemps un rêve d'enfant.
Aujourd'hui, l'heure était au vœu du maire à la ville des Abîmes. Le maire Éric Jalton a réuni ce matin le personnel de la municipalité pour partager un moment de convivialité en ce début d'année. Découvrez les images dans ce reportage de Charlie Dagonia. Cette année-ci, début 2024, c'est l'occasion de se dresser en avant, de voir les perspectives, voir comment on peut sans cesse améliorer les conditions de carrière, de travail des agents. Et on a déjà beaucoup fait. Ce sont des millions que nous dépensons pour non seulement payer le personnel, les charges qui vont avec, CIA, RITSEP, mais également améliorer la formation des agents, prendre en compte le monde de l'handicap, faire en sorte qu'on améliore la qualité aussi du service public et donc forcément les conditions de travail des agents en termes matériels, en logistique, que les services soient bien dotés en la matière. Tout ceci dans le but de servir le public tout en étant épanoui au travail. Faire en sorte d'arrêter les cancans, les querelles inutiles, faire régner la convivialité, le dialogue pour régler les problèmes et non pas l'esprit de guerre, de querelles inutiles qui n'apportent rien au niveau individuel, sinon du stress et de la maladie, et qui n'apportent rien en qualité du service public. Donc, j'exhorte régulièrement tous les ans les travailleurs à l'aune du travail que nous accomplissons pour améliorer leurs conditions de travail et d'évolution de carrière. Je les exhorte aussi de faire un effort sur eux-mêmes pour favoriser la qualité de vie au travail, le meilleur service rendu à la population. Parce que nous sommes là au service de la population. Et pour ce faire, il m'appartient de faire en sorte que les travailleurs soient en condition pour ce faire. Voilà, et avec le nerf de la guerre, évidemment, les finances communales que nous cherchons à dégager pour mettre en œuvre toutes ces politiques publiques et toutes ces volontés affichées. Il y a un programme qui nous est défini et donc l'administration à tous les niveaux est tenue de pouvoir suivre, de pouvoir exprimer en pratique les réalisations du programme politique. Donc là, aujourd'hui, bon, monsieur le maire étant satisfait, on a voulu délocaliser habituellement. Nous faisons dans les salles de Joseph, Théodore et Faustin. Et aujourd'hui, le personnel et les élus en charge, l'élu du personnel, l'élu de la caisse des écoles, l'élu du CCAS, l'élu en RH, tout cela, a souhaité que tout le monde se rassemble. Le maire a demandé à ce qu'on puisse mettre en place une organisation pour préparer cette manifestation-là. Et donc, tout le personnel, que ce soit technique, que ce soit CCS, caisse des écoles, ville, culture, sport, tout cela, on s'est associés pour pouvoir préparer cette manifestation-là. Apprendre à sublimer les produits du terroir, c'est le défi relevé par de jeunes apprentis cuisiniers au lycée hôtelier du Gosier. Des binômes de Guadeloupe, Martinique et de Côte d'Ivoire se sont affrontés ce matin lors de la 4e édition du trophée Senteurs et Saveurs Créoles. Ce concours de cuisine locale réunit les amoureux de gastronomie et des produits locaux. Un reportage de Solène Fèvre. Depuis quelques années, avec mon collègue Christian Monet, on est porteur du projet du trophée Senteurs et Saveurs Créoles, qui est principalement dédié à la mise en avant des produits locaux, principalement produits antillais, puisque c'est un concours anti-Guyane. Et cette année, nous avons trois binômes qui concourent, un binôme qui représente la Guadeloupe, un autre la Martinique. La Guyane, cette année, a déclaré forfait. Et exceptionnellement, parce qu'on est dans le cadre d'un échange avec la Côte d'Ivoire, on a un binôme ivoirien qui vient relever le défi et qui se sont mis en route donc, ce matin sur l'épreuve cuisine. Leur objectif aujourd'hui, c'est de produire un plat à base de rondjit race créole. Ils doivent aussi produire... mettre en avant le malanga et produire un Mont Blanc revisité. Ça se passe bien, on a commencé les premiers, donc ça veut dire qu'on va servir en premier aussi. C'est une belle expérience et je trouve que les chefs sont appréciables, ils sont de bons conseils. Et c'est un concours, c'est vrai, mais je le vois vraiment comme une expérience. C'est un bonheur de voir ces jeunes motivés là aujourd'hui pour montrer un petit peu tout ce qu'on sait faire aux Antilles avec des super produits. Et d'ailleurs, vu qu'ils viennent d'endroits différents, ils les appellent avec des noms différents, par exemple le taro pour le malanga. Et voilà, donc on a vraiment l'expérience un peu de chacun. On voit des recettes, c'est chacun de leurs recettes à eux en plus. Donc c'est génial, ils sont déjà entraînés en plus. Donc là, on a un beau niveau aujourd'hui, c'est génial. Cuisiner nos propres produits,
On va dire que c'est notre fierté de les cuisiner chaque jour et de faire plaisir à tous ceux qui les mangent en voyant la transformation de tous ces beaux produits. Aujourd'hui, nous proposons de choukouya de ronde-gite et en garniture, on aura le kalalou, la carotte glacée et le cœur de palmier glacé. C'est une passion et personnellement, j'aime bien relever les défis. Et ça a été vraiment une aubaine parce qu'on m'a dit que j'ai un concours en Guadeloupe et du waouh. C'est très important d'organiser ce genre de concours puisque, comme vous avez dit, ça permet à chacun de s'exprimer au-delà de la partie voilà, on doit suivre le chef, etc., de prendre confiance, d'expérimenter. Et puis, c'est l'école de la suite, en fait. C'est ce qu'ils vont être amenés à faire dans la suite de leur carrière. Donc, au plus tôt, ils vont s'engager et prendre des responsabilités, au mieux c'est. Alors, je suis en train de brûler la peau, ce qu'on appelle mon dé. Je vais retirer la peau du piment. Et après, je vais le passer au presse-purée. Enfin, non, je vais le faire recuire un peu à l'eau pour que la chair se détende. Je vais le passer au presse-purée, je vais réaliser une purée de piment Baudamon-Jacques du coup, et après je vais le mettre dans mon dessert. Il y aura un contraste entre le sucre et l'explosion du piment et la manioc. En fait, ça va remonter, après ça va redescendre en bouche et en fait ils auront vraiment une expérience sensorielle au niveau de la langue. Pour certains, ils ont déjà un diplôme, ils seraient peut-être sur le marché du travail, ils sont dans la poursuite d'études, mais montrer en avant qu'il y a une relève et puis que voilà, la jeunesse guadeloupéenne est là pour mettre en avant et continuer à faire valoir la cuisine et la gastronomie antillaise d'une manière générale. Il n'y a pas que ces jeunes cuisiniers qui partagent leur amour des produits locaux et des douceurs de notre territoire. Louis, leur fils, marchand installé sur le bord de la route au Rézé depuis plus de 15 ans, est un amoureux de canne à sucre. Chaque jour, il épluche plus d'une centaine de cannes qu'il sélectionne minutieusement pour satisfaire ses clients. Découvrez les images dans ce reportage signé Harold Luce. On a consommé de plus en plus, de plus en plus on a consommé canne. Parce que bon, tant qu'ils achètent un coca en boutique là, ils préfèrent acheter canne et manger, puis bon, c'est ça. C'est pas facile, hein. Ça arrête dans l'eau, Il faut couper, et puis vous embarquer dans la voiture là. Après, pour venir ici, débarquer, plicher, mettre un sachet, tout bidin. Ah ouais, ça va facile, ça arrête. Un paquet de canne, s'il vous plaît. C'est combien? 50. Ah ben, tu vas avoir un paquet. Merci beaucoup. À chaque fois que je passe là, je le vois effectivement en train de vendre sa canne. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pas essayer? Parce qu'il y a des endroits que la canne, elle est un petit peu dure. Quand tu la consommes, elle est... Tu vois? Donc, je me suis dit, tiens, je vais venir essayer là pour voir si elle est bien comme il faut. Bien juteuse, bien sucrée, bien souple. Donc, j'ai choisi avant d'acheter, on a essayé la canne. Pour s'il dit et s'il molle. S'il pas dit, on peut acheter. S'il molle ou s'il bon pour le client là. C'est choisi bon pour le client là, pour l'acheter, pour retourner venir acheter encore. Alors, est-ce qu'il y a goût? Oui. Ils vont pourquoi on vient là? Ah, parce que moi, mais canne. On fait ça tous les jours? Ouais, tous les jours. En fait, je consomme local. Donc, j'aime tout ce qui est... tout ce qui sort de la terre, tout ce qui est local, tout ce qui est fruits à pain, ce genre de choses. Donc, forcément, la canne qui va avec. Et vous, est-ce qu'on va manger bon canne? Ben oui, si on va manger bon canne. Bon canne, il faut manger aussi. Il est bon, il sucré, il molle. Il faut manger. Par contre, franchement, très sucré, juteux, ouais. C'est molle pour toi? Très sincèrement, on va repasser. Sinon, si mais ça va passer pour la Guadeloupe. Ah ouais, mais on a dit tout le monde la Guadeloupe qui est bérette, pas molli. On nous fout faire, pas molli. Et pour terminer donc ce JT sur une petite pause littéraire à la fois sportive, nous recevons Madame Alexandra Boissonnade-Citadel, directrice du pôle culture de la ville du Lamentin. Et elle vient nous parler de l'événement Lecture en mouvement qui est donc organisé à la médiathèque Ernest Pépin ce vendredi 19 janvier 2024. Bonsoir Madame Boissonnade-Citadel, bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, en quoi consiste l'événement Lecture en mouvement? Que sont les nuits de la lecture? Alors, les nuits de la lecture, c'est un événement qui se passe sur plusieurs jours, qui est organisé par le CNL, qui est le Centre national du livre, qui est organisé au niveau national, voire international maintenant. Donc, nous avons des rencontres
donc à travers le monde. Il s'agit vraiment de faire la promotion du livre au sein des structures, donc que ce soit les médiathèques, les bibliothèques, les librairies, qui accueillent le livre. Donc c'est la grande fête du livre sur plusieurs soirées. Et donc nous allons effectivement à Lamentin organiser donc une nuit de la lecture, donc le vendredi 19, que nous avons intitulé Lecture en mouvement, afin de rentrer, donner écho donc à la thématique choisie donc par le CNL cette année, qui est le corps. Très bien. Quel est le choix? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait le choix de la thématique du corps en cette année 2024? Qu'est-ce que ça incarne? Alors le corps, tout simplement, afin de faire écho donc aux Jeux Olympiques qui sont organisés cette année. Voilà. Très bien. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on retrouve beaucoup la thématique du corps et sous quelle forme on la retrouve dans la lecture et dans les livres? Oui, tout à fait. Alors, de nombreux auteurs ont écrit sous différentes formes, effectivement, sur le corps. Et cette thématique nous a inspirés, donc déjà, comme je disais, par rapport aux Jeux Olympiques. D'une part, déjà, en mettant en place une programmation alliant le sport et donc la lecture, mais également qui fasse écho donc aux différents sens. Voilà, que ce soit la vue, l'ouïe, etc. Sachant que dans une médiathèque déjà, nous avons donc différents supports, donc effectivement le livre, mais également donc à la médiathèque Ernest J. Pépin, nous avons une belle salle d'exposition, donc le visuel. Les différents supports, que ce soit donc la musique, le numérique aujourd'hui qui rentre effectivement dans le cœur de notre métier. Donc voilà, nous sommes en plein dans cette thématique. Très bien. Et est-ce que brièvement vous pouvez nous parler du programme de cette soirée? Je vois qu'il y a pas mal d'événements qui auront lieu, pas mal de temps forts. Quels sont les plus importants et ceux à ne surtout pas louper? Alors j'ai envie de vous dire tous. L'idée, c'est vraiment au cours de cette soirée de proposer une programmation qui soit attractive, puisque le temps donc d'une soirée, nous allons ouvrir nos portes afin donc d'attirer un public qui ne vient pas habituellement donc dans les médiathèques. Et ce sont des soirées qui sont très attendues. C'est la 5e édition à laquelle nous participons à Lamentin, et nous avons toujours un public toujours aussi nombreux. Donc l'équipe avec laquelle je travaille, nous avons toujours à cœur de proposer effectivement une programmation toujours attractive. Donc par exemple, il y aura une Olympiade littéraire, donc c'est une course de relais en équipe. Un fitness slam, donc nous aurons des séances de fitness avec un slammer, breakdance démo, donc il y aura donc 2 séances d'initiation au breakdance. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai envie de laisser quand même une petite part de surprise à nos chers auditeurs. Et puis bien sûr, donc tout ça, ce sont des animations effectivement pour le tout public, parce que nous avons vraiment à cœur de mettre en place des animations pour donc la famille, que ce soit les parents qui viennent avec leurs enfants, les tontons, tatis, les grands-parents. Des animations également donc pour les tout petits, donc des contes en marionnettes et j'en passe. Voilà. Donc je tiens d'ailleurs à remercier donc les associations avec lesquelles donc nous collaborons, donc l'AJC de Castel, l'association nautique Nord-Basse-Terre et les petits sportifs de la Rosière. Très Voilà. bien. Et comment donc nos téléspectateurs peuvent avoir plus de détails sur le programme et comment peuvent-ils s'y inscrire? Comment doivent-ils passer? Est-ce qu'il faut passer par un numéro de téléphone, un site, ou est-ce qu'ils peuvent trouver le programme également? Tout à fait. Alors le programme est disponible donc déjà sur le site de la Nuit de la Lecture. Il y a un site dédié effectivement donc à cet événement. Ensuite, donc, nous avons notre page Facebook, la page Facebook de la médiathèque, ainsi que sur le site de la ville de Lamentin. Maintenant, si je peux donner les coordonnées pour le numéro de téléphone. Alors, pour l'inscription, parce qu'effectivement, un certain nombre d'animations, nous demandons afin de fluidifier donc, l'arrivée, parce que comme je disais tout à l'heure, beaucoup de public attendu, donc afin de fluidifier l'accueil, on dira, du public. Donc l'inscription au 06 90 64 59 18. Je répète 06 90 64 59 18.
Et sinon, si vous voulez des renseignements, au standard de la médiathèque au 05 90 25 36 48. 05 90 25 36 48. Très bien, je vous remercie. Donc nous le rappelons, c'est un événement qui aura lieu à la médiathèque Ernest J. Pépin du Lamentin ce vendredi 19 janvier 2024 dès 18h30. Donc si vous souhaitez participer à la manifestation Lecture en mouvement, n'hésitez pas à vous renseigner et à appeler donc aux numéros qui ont été donnés ou sinon à vous rendre sur les sites internet de Nuit de la lecture et de la ville du Lamentin. Merci beaucoup, Madame Boissonnade-Citadel. Je vous remercie également, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à 18h30 pour une nouvelle édition de La Tranche Info. Et tout de suite, on se retrouve pour une nouvelle édition du Focus.